L'odeur de la pluie flottait encore dans l'air lorsque je suis entré dans mon bureau à domicile et que j'ai trouvé le tiroir de mon bureau légèrement ouvert. Je ferme toujours ce tiroir complètement. 31 ans en tant que médecin de la fonction publique m'avaient appris la précision dans les moindres détails, la façon dont un dossier est classé, la façon dont une porte est verrouillée, la façon dont un tiroir s'encastre parfaitement dans son meuble. Mon fils, Maxime, savait cela de moi. Ma belle-fille, Céline, l'ignorait. Je suis resté là un long moment, la main posée sur le bord du bureau en acajou que ma défunte épouse, Éléonore, avait choisi pour moi l'année où j'avais ouvert mon cabinet privé à Lyon. Je n'ai pas touché au tiroir. Je l'ai simplement regardé. De la même façon que je regardais le dossier d'un patient quand quelque chose clochait, avec cette immobilité si particulière qui précède la compréhension de ce que l'on ne veut pas comprendre. Mon fils Maxime vivait avec moi depuis 4 mois à ce moment-là. Lui et sa femme Céline avaient emménagé après qu'il m'eût annoncé avoir perdu son poste dans un cabinet d'architecture à Grenoble. Il avait 43 ans et je lui avais ouvert ma porte sans la moindre condition, car c'est ce que font les pères. Je lui avais donné une clé, le code de l'alarme, et l'accès au deuxième garage. Je ne lui avais pas donné la permission de fouiller dans mon bureau. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, à les écouter s'activer dans la cuisine en dessous de ma chambre. Leur voix était basse, conspiratrice, comme le font les couples lorsqu'ils pensent que personne ne peut les entendre. J'ai saisi des bribes de mots, le mot avocat, le mot au patrimoine. À un moment, l'expression avant qu'ils ne s'en rendent compte. Je me suis dit que j'avais mal entendu. Je me suis dit qu'un homme seul dans une maison à 68 ans commence à s'imaginer des choses dans l'obscurité. Mais le tiroir avait été ouvert et je ne l'avais pas imaginé. L'idée m'est venue le mardi suivant, lorsque mon vieil ami René m'a appelé pour me demander si je voulais le rejoindre dans son chalet près du lac d'Annecy pour quelques semaines. René était mon ami le plus proche depuis notre internat ensemble en 1981. Il avait pris sa retraite 2 ans avant moi et passait le plus clair de son temps à pêcher et à lire des livres d'histoire. J'ai failli dire non. Puis j'ai dit oui. Mais pas dans le sens où René l'entendait. J'ai annoncé à Maxime et Céline que je m'absenterais pour 3 semaines. J'en ai fait toute une mise en scène, j'ai préparé une grande valise, j'ai parlé au dîner de la pêche au brochet, et j'ai mentionné que je n'aurais pas de réseau mobile fiable au chalet. Maxime a hoché la tête aux moments opportuns. Céline a souri de la façon dont elle me souriait toujours, c'est-à-dire uniquement avec la bouche. Je n'avais jamais réussi à lire dans les yeux de Céline au cours de nos 4 années de connaissance. Ce que j'ai réellement fait, c'est ceci, j'ai conduit jusqu'au chalet de René, j'y ai passé une nuit, et je lui ai tout raconté. Il m'a regardé par-dessus sa tasse de café pendant un long moment. Puis il a dit, « De quoi as-tu besoin de ma part ?» René est ce genre d'homme. Je suis retourné à Lyon le lendemain matin et je me suis enregistré dans un hôtel Mercure à 6 pâtés de maison de chez moi. J'ai payé la première nuit en espèces, puis je suis passé sur une carte au nom de René qu'il m'avait prêtée sans demander pourquoi. J'ai loué une Peugeot 308 grise dans une agence à l'autre bout de la ville. J'ai porté une casquette de baseball et des lunettes de lecture que j'avais achetées dans un Monoprix. J'étais un homme de 68 ans qui se cachait de son propre fils et je ne suis pas trop fier pour admettre que, ce premier matin, je me suis assis dans cette voiture de location en serrant le volant à 2 mains jusqu'à ce que l'émotion passe. Ensuite, j'ai conduit jusqu'au bout de ma rue et j'ai commencé à observer. Les 3 premiers jours furent calmes. Maxime partait chaque matin vers 9 h et revenait vers 18 h. Céline restait à la maison. Elle était agent immobilier, ou l'avait été. Elle avait mentionné être entre 2 agences, ce que je n'avais pas creusé car, durant ces mois, j'avais essayé d'être un hôte généreux plutôt qu'un père soupçonneux. Le 2e jour, elle a passé 2 appels depuis le jardin qui ont duré 20 minutes chacun. J'étais garé tout au fond de la ruelle, derrière la clôture de mon voisin Gérard. Je ne pouvais pas entendre ses mots, seulement le rythme de sa voix, fluide, professionnel, le ton de quelqu'un qui organise quelque chose. Le 4e jour, un homme que je ne reconnaissais pas s'est présenté à la porte d'entrée à 11 h du matin. Il portait un porte-documents en cuir sous le bras et ce genre de costume que portent les agents immobiliers et les courtiers en assurance, un peu trop formel pour l'heure, un peu trop empressé. Céline l'a fait entrer. Ils sont restés à l'intérieur pendant 45 minutes. Je l'ai photographié en entrant. Je l'ai photographié en sortant. J'avais acheté un appareil photo 2 jours plus tôt, un Nikon de milieu de gamme avec un bon zoom, et j'avais passé une soirée entière dans ma chambre d'hôtel à lire le manuel.
Mes mains étaient plus stables que je ne l'espérais. Ce soir-là, j'ai fait vérifier sa plaque d'immatriculation par un contact que j'avais encore au service de la publicité foncière, une femme nommée Pascal, qui avait traité mes formalités immobilières pendant 15 ans et qui ne me devait rien d'autre que la simple bienveillance entre personnes qui se sont comportées de manière décente l'une envers l'autre au fil du temps. Elle m'a rappelé dans l'heure. Il s'appelait Damien Autain. C'était un agent immobilier agréé travaillant pour une petite agence à Vienne, à une trentaine de kilomètres au sud de Lyon. Qu'est-ce qu'un agent immobilier de Vienne venait faire dans ma maison alors que j'étais censé être au lac d'Annecy? Je suis resté avec cette question tout au long d'une longue nuit sans sommeil. Le lundi suivant, je me suis rendu moi-même au service de la publicité foncière du Rhône. J'ai dit à l'employé que je voulais chercher les registres de propriété correspondant à mon adresse. Elle les a affichés sur son écran et a tourné le moniteur vers moi. Ce que j'ai vu a rendu la pièce silencieuse autour de moi, d'une manière qui n'avait rien à voir avec le son. Il y avait un document déposé 11 jours plus tôt, 4 jours avant mon prétendu départ pour le chalet, un mandat de protection future accordant à Maxime l'autorité légale totale sur mes décisions médicales et financières au cas où je serais jugé inapte à gérer mes propres affaires. La signature en bas de page était la mienne. L'authentification notariale était datée d'un mardi de mars que j'avais passé entièrement dans mon cabinet à recevoir des patients pour une clinique caritative où je suis encore bénévole 2 fois par mois. Je n'avais pas signé ce document. Je n'avais été nulle part près d'un notaire ce mardi-là. J'avais passé l'après-midi à inciser un ulcère diabétique sur le pied d'un ancien combattant de 74 ans nommé Henri, venu à notre clinique car il n'avait pas de mutuelle. Ma signature sur un document que je n'avais jamais vu, déposé au bureau des registres fonciers, accordant à mon fils le contrôle sur tout ce que je possédais. J'ai demandé à l'employé d'en imprimer une copie certifiée. Ma voix est sortie d'un ton parfaitement neutre. 31 ans à annoncer des diagnostics difficiles m'avait au moins donné cela. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je m'y suis assis, et j'ai appelé René. Nous devons agir plus vite, ai-je dit. Dis-moi de quoi tu as besoin, a répondu René. J'ai engagé une détective privée le lendemain matin. Elle s'appelait Carole Simon et m'avait été recommandée par un avocat pénaliste que j'avais connu au sein du conseil d'administration d'un hôpital où nous avions tous deux siégé. Carole avait 55 ans, c'était une ancienne policière, et elle possédait la qualité particulière dont j'avais le plus besoin à ce moment-là, elle ne manifestait aucune surprise face à des choses surprenantes. Je lui ai montré le faux mandat, les photos de Damien Autain, et les notes que je tenais dans un petit carnet depuis la nuit où j'avais trouvé le tiroir ouvert. Elle a tout examiné avec soin puis a déclaré, il s'oriente vers une demande de mise sous tutelle. Le mandat est la première étape. L'agent immobilier est probablement là pour évaluer la valeur du patrimoine. Ils veulent établir une mauvaise gestion financière avant d'aller au tribunal. Mon fils est architecte, ai-je dit. Il sait comment évaluer la valeur d'un bâtiment. Il ne fait pas ça pour l'information, a répondu Carole. Il le fait pour la trace écrite. Un agent extérieur crée un dossier de consultation professionnelle. Cela ressemble moins à un arrangement familial. Je lui ai demandé ce que je devais faire. Elle m'a dit, documentez tout. Ne touchez à rien. Ne changez rien. Laissez-les monter leur dossier pendant que nous montons le nôtre. Ne laissez pas Maxime savoir que je suis en ville. Ne confrontez pas Céline. N'appelez pas encore d'avocat. Attendez que nous ayons quelque chose qui ne puisse pas être balayé comme un simple malentendu. Ce fut la consigne la plus difficile. J'ai passé ma vie à régler des problèmes dès que je les identifiais. L'instinct d'un médecin est d'intervenir. Rester assis dans une Peugeot 308 grise à regarder mon fils déambuler dans les pièces de ma maison fut l'acte de patience le plus prolongé dont j'ai jamais fait preuve. Carole a installé 4 petites caméras chez moi la semaine suivante. Elle avait un serrurier de confiance qui travaillait avec elle depuis des années, et ils sont entrés un jeudi après-midi alors que Maxime et Céline étaient tous deux sortis. Les caméras étaient placées dans les détecteurs de fumée, 2 en bas, une dans le couloir à l'extérieur de mon bureau, une dans le garage. Elles diffusaient vers un compte cloud sécurisé auquel seul Carole et moi avions accès. Je regardais les images chaque soir sur mon ordinateur portable dans la chambre d'hôtel. Lors de la 3e nuit d'enregistrement, j'ai vu Maxime ouvrir la porte de mon bureau, se diriger vers le classeur dans le coin, et photographier des documents avec son téléphone pendant 22 minutes. Le classeur contenait mes dossiers financiers, mes comptes d'investissement, mes actes de propriété, et le testament original que j'avais rédigé il y a 7 ans. J'avais une copie de tout cela dans un coffre-fort à la Société Générale,
mais Maxime l'ignorait. Il croyait photographier les seules copies existantes. La 7e nuit, j'ai vu Céline assise à la table de ma cuisine avec une femme que je ne connaissais pas, une seconde femme qui portait également un porte-document. Elles ont étalé des papiers sur la table. Céline désignait différents éléments. La femme prenait des notes. À un moment donné, Céline a pris mon mug à café, celui qu'Éléonore m'avait offert et dont le logo de l'Université de Lyon était presque totalement effacé, et l'a écarté pour faire de la place au document. Elle l'a fait sans même le regarder, de la manière dont on déplace un objet qui nous appartient. Cette image m'a hanté pendant très longtemps. 3 semaines après le début de ma surveillance, Carole m'a appelé un samedi matin et a dit « Docteur Blanc, je crois qu'il est temps ». Elle avait trouvé l'avocat. Il s'appelait Gilles Pateau et dirigeait un petit cabinet à Villeurbanne spécialisé, comme l'indiquait son site web, dans le droit des aînés et la planification successorale. Gilles Pateau avait déposé 17 demandes de mise sous tutelle au cours des 4 dernières années. Il entretenait des relations avec un médecin expert nommé Dr Faure, mandaté par les tribunaux, qui avait recommandé la tutelle dans 14 de ces 17 cas. Carole avait obtenu, par des moyens qu'elle décrivait simplement comme professionnels, un projet de requête que Pateau avait préparé. Mon nom y figurait. Il invoquait des inquiétudes concernant la prise de décision financière et observait des périodes de confusion pour justifier la demande d'une évaluation d'aptitude mentale. Je n'avais jamais connu de période de confusion. Je voyais 12 patients par mois à la clinique bénévole et je ne m'étais pas trompé de diagnostic une seule fois. Je lisais 2 revues médicales par semaine. Je faisais les mots croisés du monde au stylo. La requête citait également une déclaration à l'appui de Maxime, mon fils qui avait emménagé chez moi parce que je lui avais ouvert ma porte sans condition, affirmant qu'il m'avait vu devenir de plus en plus désorienté et exprimer des craintes irrationnelles au sujet de questions financières. J'ai lu cette déclaration 3 fois. Je cherchais le fils que j'avais élevé dans ces phrases et je ne pouvais pas le trouver. J'ai appelé ma propre avocate cet après-midi-là. Elle s'appelle Hélène Marchand et gère mes affaires juridiques depuis 19 ans. Je suis allé à son cabinet un dimanche, et elle est venue parce que je le lui avais demandé, car c'est le genre de relation que l'on construit en 19 ans. J'ai tout étalé sur sa table de conférence. Le faux mandat, les images des caméras, les dossiers documentés de Carole sur les visites de Damien Autain, le projet de mise sous tutelle, et les dossiers financiers que Maxime avait photographiés. Hélène a tout regardé pendant 45 minutes sans dire un mot. Puis elle m'a regardé et a dit « Depuis combien de temps êtes-vous au courant de cela ?» « Assez longtemps, ai-je répondu. Elle a dit « Bernard, c'est de l'abus de faiblesse et de la fraude. La fausse authentification notariale est à elle seule un crime grave. Le dépôt de procuration frauduleuse l'aggrave. S'ils avaient réussi leur requête de tutelle avec Pateau et Faure, vous risquiez de perdre le contrôle légal de tout ce que vous possédez. Je sais, ai-je dit. Votre fils est nommé sur tous ces documents. Je le sais aussi, ai-je répondu. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là n'était pas de la colère. La colère était venue et repartie dans ma chambre d'hôtel, les nuits où je regardais les images seul. Ce que j'ai ressenti, assis en face d'Hélène, était quelque chose de plus silencieux et de plus permanent, le chagrin spécifique de comprendre que quelqu'un que vous aimiez avait calculé votre vulnérabilité et décidé de s'en servir. Maxime m'avait regardé vieillir. Il s'était assis à ma table à manger, avait évalué ce que je possédais, et avait déterminé que son héritage avait plus de valeur à ses yeux que moi. Il avait emménagé dans ma maison, non pas parce qu'il avait besoin de son père, mais parce qu'il avait besoin d'être proche de ce que son père possédait. J'avais été une ressource, pas un parent. Et il avait attendu qu'il pense que je devenais une ressource affaiblie pour agir. Que faisons-nous, ai-je demandé à Hélène. Nous allons au bureau du procureur de Lyon, a-t-elle dit, demain matin. Nous y sommes allés le lendemain matin. Le substitut du procureur assigné à l'affaire était une femme nommée Christine Leroy, qui avait 38 ans et s'occupait de la délinquance financière depuis 6 ans. Elle a passé en revue tout ce que Carole et Hélène avaient rassemblé. Elle m'a posé des questions précises d'une manière qui m'a rappelé la bonne médecine diagnostique, suivre les preuves plutôt que les suppositions. À la fin de la réunion, elle a déclaré que la fausse authentification notariale et le dépôt frauduleux du mandat fournissaient une base suffisante pour des poursuites pénales. Le stratagème coordonné avec Gilles Pateau ferait l'objet d'une enquête distincte. Elle m'a demandé si je voulais être celui qui l'annoncerait à mon fils. J'ai dit que je ne voulais pas être celui qui le lui dirait. Je lui ai demandé de procéder comme elle devait procéder. Maxime et Céline ont été arrêtés un mercredi après-midi.
Carole m'avait conseillé de ne pas être près de chez moi lorsque cela se produirait et j'ai suivi ce conseil. J'étais assis dans un bistrot à 5 kilomètres de là, en train de manger un croque-monsieur, quand mon téléphone m'a affiché une notification du système de caméra. 2 véhicules de la police nationale étaient garés dans mon allée. J'ai terminé mon croque-monsieur. J'ai payé l'addition. Je suis rentré à l'hôtel et je me suis assis près de la fenêtre pendant un très long moment. Je suis retourné vivre dans ma maison le vendredi suivant. J'étais parti, vraiment parti, même si ce n'était pas de la manière dont Maxime le croyait, pendant près de 5 semaines. La maison avait été fouillée par les enquêteurs, puis mise sous scellé avant de m'être restituée. Elle avait une odeur différente, l'odeur qu'ont les espaces quand des étrangers y ont fouillé. J'ai ouvert toutes les fenêtres même s'il faisait frais dehors. Le procès a duré 14 mois. Je ne vais pas détailler les témoignages d'une manière qui en ferait une histoire dramatique, car la vérité est que les tribunaux sont lents, procéduriers et profondément dépourvus de glamour. Ce que je dirais, c'est que les preuves que Carole et moi avions rassemblées étaient suffisamment exhaustives pour que la défense de Maxime n'ait que très peu de marge de manœuvre. La fausse authentification a été retracée jusqu'à une femme du réseau professionnel de Céline qui avait accepté de tamponner le document sans être témoin de ma signature. Gilles Patot a été radié du barreau de façon distincte et fait l'objet de sa propre saisine pénale. Le docteur Faure est visé par une enquête du Conseil de l'Ordre des médecins. Maxime a écopé de 28 mois de prison. Céline en a pris 18. La juge, dans sa déclaration de condamnation, a souligné la gravité particulière de l'exploitation d'une relation familiale basée sur la confiance, ainsi que la nature préméditée de la falsification de documents. J'étais assis au 2e rang et j'ai écouté le verdict, les mains croisées sur mes genoux. René était assis à côté de moi. Il était descendu du lac d'Annecy la veille au soir et n'avait pas dit grand-chose, ce qui était exactement ce qu'il fallait faire. Quand tout fut terminé et que nous nous tenions sur les marches du palais de justice dans l'air de novembre, René a demandé « Comment te sens-tu » J'y ai réfléchi un instant. La réponse honnête était complexe. Je me sens comme un homme qui a vérifié son propre tiroir, ai-je dit. René a hoché lentement la tête, de la façon dont il le fait quand il comprend parfaitement quelque chose. Je veux dire quelque chose à tous ceux qui regardent ceci, qui sont plus âgés, qui ont des enfants adultes vivant avec eux, et qui ont déjà ressenti cet inconfort si particulier de ne pas pouvoir faire confiance à ce qu'ils perçoivent. L'inconfort est une information. Un tiroir légèrement ouvert est une information. Le mauvais ton dans une conversation étouffée est une information. Vous avez passé des décennies à apprendre à lire le monde avec exactitude. Ne laissez personne, pas même quelqu'un que vous aimez, pas même quelqu'un dont vous vous rappelez l'enfance, vous persuader que votre lecture exacte du monde est un symptôme. J'ai pris une décision dans cette histoire dont je veux que vous vous souveniez. Je n'ai pas réagi. J'ai documenté. Il existe une version des événements où j'ai confronté Maxime dès la première nuit, où j'ai laissé ma colère parler avant que mes preuves ne soient prêtes, où je lui ai donné l'opportunité de nier, de détruire et de s'adapter. Dans cette version, il est probable que je perde. Le document falsifié reste valable. La demande de mise sous tutelle se poursuit. Un expert mandaté par le tribunal me rencontre alors que je suis furieux, privé de sommeil et désespéré, et conclut que je semble agité et confus. Au lieu de cela, j'ai attendu. J'ai accumulé. Je les ai laissés finir de construire le piège, puis j'ai montré ce piège aux personnes capables de le démanteler correctement. Ce n'est pas un instinct naturel pour un homme qui a passé 31 ans à intervenir. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais c'était la bonne chose à faire. La maison sent toujours le jardin d'Éléonore en été quand les fenêtres sont ouvertes. J'utilise toujours mon mug de l'université de Lyon le matin. Maxime sait où je vis et, quand il sera libéré, je ne ferai pas semblant de savoir ce que je ressentirai à ce sujet. Certaines choses ne se résolvent pas. Certaines pertes ne deviennent pas des leçons. Elles deviennent simplement une partie intégrante de la forme de votre vie et vous avancez avec elle. Mais le tiroir est fermé, et je sais maintenant que c'est moi qui l'ai fermé.